L'identité culturelle Giziga au nord Cameroun s'est heurtée à des répressions identitaires et politiques dont la gravité est jusqu'ici inconnue. Docteur Dialigué, bonjour. Bonjour Monsieur Koukan. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan en avril 2021 avec des co-auteurs qui sont Pierre Timabi et Ada Djabou, Tout à fait. un livre que vous avez intitulé Renaissance culturelle Giziga, état des lieux, enjeux et perspectives. Situez-nous sur l'opportunité d'une telle réflexion. Merci de me passer la parole. Et il y a une loi de rang qui lie l'intellectuel à son époque. Et ce qui nous a motivés à commettre cette monographie, c'est tout simplement l'envie de vouloir sensibiliser les humains. Parce que lorsque un peuple n'écrit pas, ce peuple tombe dans l'oubli et en même temps, ceux qui écrivent pour régler leur contentieux historique contre ce peuple peuvent avoir gain de cause, étant donné qu'il n'y a pas de riposte. Et c'est ce qui nous a donc motivés, nous, intellectuels Giziga, à nous mobiliser pour commettre donc Renaissance culturelle Giziga aux éditions L'Harmattan Cameroun en avril 2021. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages écrits par des intellectuels Giziga avant votre livre? Au sortir de mon laboratoire scientifique à l'université Complutense de Madrid en 2017, parce que j'ai été auréolé docteur en sociologie du droit des institutions et des civilisations à l'université Complutense de Madrid le 25 octobre 2017. Et j'avais déjà eu à ouvrir la marche avec le djihad est un impérialisme, pouvoir et mobilité sociale dans le Grand Nord du Cameroun, 350 pages. Malheureusement, il y a eu des couacs, c'est-à-dire des obstacles qui se sont multipliés. Mais le livre n'est pas encore sorti. Toujours aux éditions L'Harmattan, mais c'était à Paris. Oui. C'est un peu ça. D'accord. La question, ce n'était pas lié à vos ouvrages, à vous, sur la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres intellectuels Giziga qui ont écrit des ouvrages dans le passé qui auraient pu vous servir pour écrire un ouvrage quand même sur la renaissance culturelle? On reviendra. Je ne pense pas, il n'y a pas eu. Bon, je note quand même que dans l'ouvrage, vous avez cité beaucoup d'auteurs qui sont des Occidentaux et qui ont servi ou bien qui ont écrit pendant le moment de la colonisation. Tout à fait. Pourquoi? Vous savez, la science est le fruit d'une recherche collective. Et je ne pouvais pas me passer de ces Occidentaux-là, même s'ils n'ont pas percé le mystère de manière objective de ce qu'est la culture Giziga, de ce qu'est l'homme Giziga, mais comme ils ont eu le courage de se lancer dans cette perspective, il fallait quand même reconnaître cela, parce que la science, c'est d'abord l'honnêteté. Alors, je pense à Guy Pontier, qui a écrit Les Giziga du Cameroun septentrional. C'est une thèse de doctorat en sociologie sous la direction du professeur Mercier en France en 1973. Il est venu avec son épouse Danielle Pontier, qui a aussi commis un article sur les femmes de Moussourtou, une banlieue Giziga dans le département du Mayokani. Et il y a aussi des auteurs comme le père Yves Chaleur, qui a aussi travaillé dans la zone Giziga. Je ne dois pas perdre de vue aussi le prêtre René Jaouen, qui a écrit l'Eucharistie du Mille, langage d'un peuple, expression de la foi. Tous étaient des religieux et d'autres des anthropologues. Mais s'il faut être concret, un Giziga écrit sur sa culture, moi je n'ai pas encore vu. Et la question que je voulais vous poser justement, c'est de savoir comment est-ce que vous avez trouvé leurs ouvrages? Est-ce qu'il y avait de l'objectivité
par rapport à la culture Giziga ou bien est-ce qu'il y avait une dimension colonisatrice, permettez que je dise comme ça, dans leur manière d'interpréter le fait culturel Giziga? D'abord, par rapport aux ouvrages, j'ai eu la chance à voyager, à faire un voyage d'études. Je suis lauréat d'une bourse de mobilité internationale et l'Europe ne blague pas avec le savoir. Et j'ai sillonné des bibliothèques. Je suis allé jusqu'aux Pays-Bas, en Hollande. J'ai fait Paris, j'ai fait Madrid, j'ai fait Barcelone. Tout ça, c'est des centres culturels où on peut mettre la main sur des ouvrages sur l'Afrique. Parce que tous les peuples du Nord Cameroun ont eu au moins des écrivains occidentaux qui se sont penchés sur leur vécu quotidien pendant la période coloniale. Maintenant, au niveau de l'interprétation, justement, je pense qu'il y a aussi des tendances colonisatrices à l'intérieur de leur ouvrage. Donc, leur interprétation tend quand même vers plus ou moins l'objectivité. Néanmoins, il y a beaucoup de taches d'huile qu'il fallait redresser. Et vous pensez avoir relevé le défi quand même, avec vos co-auteurs bien sûr, parce que vous n'êtes pas le seul à... Bon, avec mes co-auteurs, l'un est philosophe, l'autre historien, nous avons fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour quand même sensibiliser l'opinion internationale, régionale, nationale et locale sur notre communauté. Revenons sur l'ouvrage, parlons-en. Vous parlez de renaissance culturelle. J'ai envie de séparer le je mets un tiret, naissance culturelle. Pourquoi une renaissance culturelle Giziga au XXIe siècle? Bon, lorsqu'on essaye de définir la Renaissance est un mouvement intellectuel, artistique, qui voudrait replacer l'homme au centre du monde comme élément fondamental. La Renaissance suppose qu'il y a eu éclipse. Lorsqu'il y a éclipse solaire ou éclipse lunaire, cela sous-entend que l'obscurité a envahi la société. Nous parlons de renaissance culturelle Giziga tout simplement pour que l'homme Giziga puisse retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'il a été tiraillé, il a été pilonné, il a été injurié, il a été l'objet de toutes les insultes du monde pour des raisons non fondées en raison. Cela sous-entend qu'il y a de l'irréalité dans la réalité, de l'inhumain dans l'humain. J'ai assisté à des colloques internationaux où, lorsque les collègues avec qui nous étions veulent illustrer leur argumentation par rapport au relativisme moral, ils étaient obligés de dire qu'au Nord Cameroun, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Giziga, chez qui le vol est fondé en raison. Mais ça me permettait de me lever et sortir de mes gonds, parce que je suis de père et de mère Giziga, moi qui vous parle. Ma mère est originaire de Midivine. L'enclave de Midivine est constituée d'une multiplicité de villages. Si le RDPC gagne dans le Mayokani aujourd'hui, c'est grâce à Midivine. Parce que si Midivine tente de tomber dans l'opposition, le RDPC ne va rien voir. Mon père est de Moutourwa. Moutourwa, par le passé, dépendait du Diamaré. On a divisé Moutourwa pour basculer cette région dans le Mayokani pour des raisons stratégiques. Bon, revenons un peu sur la culture du vol, par exemple, puisque vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse cette lecture par rapport au Giziga? Est-ce qu'il y a une mythologie qui pourrait expliquer cela? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une identité collée comme ça, pour rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez essayé de comprendre? Je suis allé poser la question à mon père. Papa, explique-moi, est-ce qu'il y a une mythologie? Est-ce qu'il y a un rite chez nous qui voudrait qu'à la naissance, vous, en tant que nos parents, vous sautez le mur du voisin pour aller voler de l'eau
et venir donner au nouveau-né qui est naïf votre futur enfant. Est-ce que vous m'avez fait aussi ce rites? Mon père me dit que ça, c'est des calomnies. Ça n'a jamais existé, nous, on ne connaît pas ça. Nous sommes même étrangers vis-à-vis à ce qu'on dit de nous. Alors, pour répondre donc à votre question, je dirais que c'est une calomnie furibonde qui a été tout simplement montée par l'aristocratie régionale Peul. Alors, ils se sont tout simplement tardés à instrumentaliser la vitrine de l'histoire. Parce que c'est les Peuls qui viennent trouver les Gizga à Maroua et non les Gizga qui partent trouver les Peuls à Fouta Toro ou à Fouta Djalon. Donc, quand les Peuls sont venus, et les migrations Peuls commencent majoritairement à partir du XVIIIe siècle. Parce que vous allez voir certains auteurs dire que les Mororos sont passés par là au XVe siècle. C'est des fables. Ils veulent tout simplement donner l'impression qu'ils sont aussi Camerounais. Nous ne les chassons pas du Cameroun. Mais il faut être honnête et sincère. On n'impose pas une religion à quelqu'un. C'est ce que moi je veux dire. Donc, il y a eu tout simplement l'instrumentalisation des razzias. Parce que quand on parle de razzias ou réseaux, on fait allusion ici tout simplement à des assauts offensifs ou défensifs que l'armée royale Gizigamar va déployer pour contrôler son territoire. Alors, c'est des guerres mystiques, s'il faut le dire, un peu comme ce que faisait Almani Samori Touré avec sa fameuse tactique de la terre brûlée. Et ces guerres consistaient à détruire tout ce qui pouvait protéger l'ennemi. Même l'arbre devrait être brûlé. Alors, l'armée royale d'Isgamar va disposer d'une multitude de guerriers tribaux. Ils pouvaient être 800 au front nord, 700 au front sud, 1000 au front est. Et ces armées-là allaient donc maintenant pour repousser les envahisseurs territoriaux. Parce qu'on ne pouvait pas violer la neutralité d'un territoire. Il fallait passer d'abord par la grande chefferie. Alors, comme le peuple apprivoise son bétail comme son enfant, sa progéniture, puisque vous savez que les bergers ne mangent pas le produit de leur écurie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que vous fléchez un animal, ça pose problème. Vous voyez un peu. Donc, le peuple Gizga, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple chasseur. Ils sillonnent leur terroir depuis le XIIe et le XIIIe siècle. Je cite ici à témoin l'administrateur des colonies Jacques Fourneau. Voilà. Et c'est dans ce climat délétère, avec le vent de la démocratie, où chaque peuple veut se représenter au niveau national, que une littérature a surgi pour ternir l'image du peuple Gizga en vue de les exclure de l'espace public. Il s'agit tout simplement d'une stigmatisation, d'une politique exclusiviste. Je note, Dr Djaligui, que des stigmatisations, on peut les avoir pour tous les peuples au Cameroun. Vous connaissez la chanson, on vous dit qu'il y a des peuples qui sont comme ça, des peuples qui aiment telle chose, il y a des stigmatisations comme ça qui peuvent parcourir, qu'on peut retrouver chez tous les peuples du Cameroun. Peut-être que c'est la part des Giziga, et c'est tant mieux si vous êtes attaqué pour essayer d'expliquer ou bien de comprendre ce qui s'est passé. Bon, maintenant la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'un être Giziga? Qu'est-ce que être Giziga? C'est quoi être Giziga? Quels sont les éléments fondamentaux qui définissent un être Giziga? On a vu par exemple sur votre ouvrage le pagne. Ça ressemble à un pagne que vous avez dédié, que vous avez réservé pour la couverture du livre. C'est symbolique-là. Est-ce que c'est ça qui dit ce que c'est que l'être Giziga? Bien sûr, il y a des objets tels que la poux, les hauts fourneaux, oui. Parce que le haut fourneau, c'est un instrument qui permet à la caste des forgerons de fabriquer des outils tels que la roue pour cultiver, oui. Les flèches pour les chasseurs et les guerriers. Ça permet aussi à tanner la peau pour fabriquer les porte-bébés. Oui. Parce qu'on portait les progénitures
dans le dos avec la peau. Et c'est la peau qui sert aussi de tunique aux chefs traditionnels. Donc avant l'avènement de la colonisation. Donc l'homme chez le Giziga, c'est celui-là qui est capable d'emplir ses greniers en période de soudure. Ça veut dire que quoi, même en période de vaches maigres, vos greniers doivent être pleins de céréales. C'est dans le mil. Donc, c'est lui-là qui peut mettre sa famille à l'abri des besoins. C'est ça l'homme. C'est-à-dire que l'être Giziga, c'est un conquérant. Je veux dire, l'être Giziga, c'est un agriculteur. Oui. Un agriculteur. Parce qu'il se sert de sa force physique pour travailler, remuer la terre et venir nourrir sa famille. Donc, l'homme est perçu comme un agriculteur, un chasseur et un guerrier en même temps. Est-ce que cette identité, entre guillemets, Oui. que vous pouvez ramener à l'homme s'applique aussi aux femmes? C'est quoi la femme Giziga? Chez les Giziga, la place de la femme est beaucoup plus à l'intérieur de la maisonnée. Parce que si l'homme est un chasseur et guerrier, la femme est faite pour le repos de celui-ci. Mais elle doit de temps en temps aller accompagner son mari en lui apportant de l'eau pour se désaltérer et de la nourriture au champ. Parce que les femmes vont au champ tardivement parce qu'elles doivent apprêter la nourriture. Est-ce qu'il y a une religion chez les Giziga? Est-ce qu'il y a une religion des ancêtres chez les Giziga, en dehors, par exemple, de l'islam? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver des pratiques religieuses dans la culture Giziga qui pourraient fonder une spiritualité Giziga en dehors de l'islam? La culture Giziga est même fondée dans leur religion traditionnelle. Et s'exprime comment, s'il vous plaît? Cette culture? Oui, comment est-ce qu'elle s'exprime? Bon, l'être sur quoi les Giziga fondent leur espoir, c'est Bumbulvum. C'est-à-dire? S'il faut traduire ça littéralement, Bumbulvum. C'est-à-dire, ici, le roi de la pluie, si vous voulez. Bumbulvum. Oui. Sous d'autres formes, ça peut aussi être l'instance suprême qui guérit avec l'eau. C'est ça. Dieu chez les Giziga, c'est Bumbulvum. Et on passe des prières à Bumbulvum par l'entremise des lieutenants. D'où l'idée de Kouli. Quelle est la symbolique de tout cela pour celui qui nous écoute? Dieu chez les Giziga, quelle est la symbolique? C'est du monothéisme. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez posé la question de savoir si les colons occidentaux ou bien ceux qui ont écrit sur les Giziga, étant en Europe, ont pu vraiment dégager tous les éléments fondamentaux de la culture. Je dirais non, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé donc, la culture Giziga, la religion Giziga. Parce que les Giziga sont monothéistes, ils croient en Bumbulvum. Mais ils passent leur prière par l'entremise des lieutenants qui représentent donc Bumbulvum sur terre. Ça peut être un arbre, ça peut être une montagne, ça peut être un lieu de culte construit au centre de la maison, sous le grenier. Donc voilà un peu les différentes branches. Maintenant que vous avez publié Renaissance culturelle Giziga, et ce sera la deuxième partie de notre entretien, quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Parce que je pense que c'est une association, c'est l'association culturelle du peuple Giziga qui a porté le projet. C'est quoi l'objectif derrière? Les Giziga ne se reconnaissent pas sur la littérature historique qui est en train de passer dans les bibliothèques et certaines librairies. Nous ne nous reconnaissons pas. Le vol n'est pas pour nous un acte de bravoure. Les Giziga n'initient pas leur nouveau-né au vol. Tout ça, c'est des stratégies que nous avons eu à peindre ça comme des propagandes intellectuelles, religieuses et politiques. Quand on est idéologue et qu'on veut vendre sa culture chère au détriment d'une autre culture,
on peut dire du n'importe quoi. Parce que s'ils veulent comprendre vraiment la culture Giziga, ils doivent citer les auteurs. Parce que ces gens-là ont eu à s'appesantir sur leur magistère. Mais contrôler leurs ouvrages, ils n'ont pas de revues de littérature. Les notes des pages sont vides. On veut donc des sources pour venir appuyer ce que vous dites. La science, c'est ça. Soit vous passez par l'oralité et en même temps par l'écriture. Mais si de deux, vous vous appuyez sur votre magistère parce que vous êtes professeur dialogué, alors vous allez commettre des inepties. Et ce sont des déclarations sociales non savantes. Renaissance culturelle Giziga et quoi après? Vous sensibilisez la jeunesse Giziga, vous créez au niveau de l'association des espaces pour discuter de ces cultures, de sorte que le peuple se départisse de ce complexe-là, parce que visiblement il y en a. C'est quoi l'objectif? Moi, je ne suis pas complexé. Même à Paris, même si je vais au paradis actuellement, je suis fier de Là, je ne parle pas du Dialigué, moi je parle du peuple Giziga, c'est-à-dire les autres, le jeune Giziga qui est dans le Nord Cameroun et qui subit, appelons cette injustice culturelle historique-là. Quel est l'objectif de l'association? C'est ça ma question. L'association culturelle Giziga existait avant que moi je ne sois même inscrite à l'école. Oui. Mais ça se faisait dans la clandestinité. Il y a eu ce qu'on a appelé le nationalisme communautaire paysan au Nord Cameroun, qui a été enfui dans le sable mouvant de la Doxa. Parce qu'on reconnaît le nationalisme upéciste, affublé des maquisards, dans la mesure où ceux-là étaient aussi non seulement éloignés je vais dire, du Grand Nord, et ça a donné naissance à un parti politique, l'UPC. Mais le nationalisme communautaire paysan au Nord Cameroun n'a pas été su. Il y a des Camerounais, il y a des nordistes qui ne maîtrisent même pas leur propre histoire. Il faut côtoyer des vieillards pour aller vers eux afin qu'ils vous relatent ce qui s'est passé. Et c'est ça que vous tentez de consigner par écrit. L'ASEGI a donc pu voir le jour en 1992 avec la liberté d'association suite à la débâcle du communisme avec la chute du mur de Berlin. Donc dans cette mouvance, quelques élites Giziga, je peux citer ici le patriarche Diallo Minima, le patriarche Bakary Robert, le patriarche Oumarou Jean qui était conseiller à la présidence, sont allés lors de l'installation de leur frère qu'on appelle Mongolium Diabélé, le préfet de Mbengui, en zone anglophone. C'est suite à l'installation de ce patriarche Mongolium Diabélé que ses amis ont donc décidé donc de mettre sur pied la CEDI avec l'avènement du vent de liberté et de la démocratie en 90. Et le premier président donc, de la CEDI, c'est l'honorable Boulungizi. C'est un pédagogue, il est professeur de philosophie. Et après avoir servi longtemps comme délégué départemental, il a pu monter au perchoir comme député de Mayokani Ouest, c'est-à-dire Moutourwa. Donc voilà un peu l'émergence de la CEDI. Donc la CEDI a vécu et a subsisté clandestinement parce qu'il y a eu beaucoup de chefs Giziga qui ont été déportés dans les geôles politiques à Tcholiré. Je pense à Sa Majesté Vagaï Bouba Samedine, de regretter mémoire paix à son âme, le chef suprême des Moutourwa. Il a passé des années dans la prison politique d'Aïdjo là-bas à Tcholiré, tout simplement parce qu'il défendait les intérêts de sa communauté. Et l'ASEGI poursuit son bonhomme de chemin aujourd'hui avec le président Palou Christophe. Rappelons à nos téléspectateurs que l'ASEGI, c'est l'association culturelle Giziga. Tout à fait. Okay. Donc, nous avons au niveau de Marva, qui fut la capitale politique et religieuse du peuple Giziga, un siège à côté du marché des poissons, au comice agro-pastoral. Donc, vous verrez là-bas les insignes qui vous indiquent que ici, c'est le siège
Giziga, du foyer culturel Giziga. Nous allons sortir en revenant sur un des articles que vous avez publié, parce que vous avez publié plus d'un dans le livre, Fondement du pouvoir et organisation administrative des chefferies Giziga, du XVIIIe siècle à la conquête du peuple Diamari. Je crois que c'est ça. C'est quoi ce fondement, le fondement d'une chefferie du peuple Giziga? C'est quoi la hiérarchisation sociale? Comment est-ce que ça s'exprime, le pouvoir? Le pouvoir s'exprime-t-il dans le peuple Giziga? Et quels peuvent être les impacts sur la gestion des vies des uns et des autres? Merci. Vous voyez que lorsque vous parlez de chefferie, cela sous-entend que le peuple Giziga est organisé. Mais lorsque vous parcourez la littérature historique des détracteurs de la communauté Giziga, ils vont vous dire que le peuple Giziga est un peuple acéphale, parce que ce peuple n'est pas organisé, ils n'ont pas de chef. Alors, la chefferie chez les Giziga a pour symbole d'abord la poubelle. Je préfère m'exprimer ici pour permettre à nos téléspectateurs de nous comprendre. En bon français, on parle d'immondice. Aujourd'hui, nous avons Isaac qui travaille dans toutes les villes du Cameroun pour réguler la gestion des immondices ou des poubelles. Alors, dans le passé, chez les Giziga, le chef, on reconnaît le pouvoir du chef à travers sa poubelle, c'est-à-dire son immondice. Pourquoi? Parce que le chef chez le Giziga, c'est un grand homme, c'est lui le leader de la communauté. Donc, il est apprivoisé à l'immondice, c'est-à-dire un tas de poubelles. Pourquoi cette métaphore? Tout simplement parce que les Giziga disent bouille ikitikil. Ça veut dire que quand vous êtes chef, une fois que vous finissez de trancher les différends entre les membres de la communauté, pendant votre absence, on vous injurie. Donc le chef est similaire à une poubelle, c'est-à-dire la métaphore ici veut tout simplement lever un pan de voile sur le fait que tout le monde part jeter ses déchets chez le chef dans la poubelle. Et le chef est celui-là donc qui doit se comporter comme cette poubelle, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'amasser toutes les mauvaises choses, les insultes et toutes les bonnes choses. Voilà d'abord le point de départ de la conception ontologique du pouvoir chez les Giziga. Donc le chef est comme une poubelle. Cela veut dire que moi, Djaligé, qui suis parmi vous, je dois me servir de cette leçon, de cette lecture, de cette conception de l'homme dans la communauté Giziga pour pouvoir orienter ma vie individuelle dans la société. Je dois se lever aussi un pas de voile sur l'humilité. Parce qu'un homme qui est comme une poubelle, c'est celui-là qui doit être humble. Il doit tout accepter. Donc le chef, avant de s'exprimer, doit d'abord beaucoup réfléchir. Donc, à côté de lui, il y a donc ce qu'on appelle le Maasai. Le Maasai, c'est le prêtre, le devin prêtre traditionnel. C'est celui-là qui détient donc le pouvoir religieux. Et il coopère avec le chef qui détient le pouvoir politique. Et il est sous la dépendance du chef, mais en même temps, il peut l'influencer lorsque celui-ci pose des actes immoraux. Et après donc, le Maasai, il y a le Mbourmoutikla, c'est-à-dire un patriarche le plus âgé et le mieux futé intellectuellement, qui vient donc aussi apporter son soutien afin que le trio puisse bien coopérer. Donc le pouvoir donc, est représenté chez les Giziga par la lance, c'est-à-dire un instrument capable de faire pleuvoir et en même temps d'arrêter la pluie. Parce que le Nord Cameroun fut une théocratie agraire ayant pour fondement le culte de la pluie, la lutte contre les criquets migrateurs et certains chenilles perforant les plantes. Donc ça veut dire que nous sommes ici dans les savanes. Donc il ne pleut pas tout le temps comme en forêt. Alors pour donc réguler la pluie afin que les plantes
ne soit pas victime de la sécheresse, il y a un rituel qu'on appelle le culte de la pluie. Le nom de Marwa actuellement tire son origine de Marva. Marva en Gizga veut dire pierre de pluie. On en trouve encore ces pierres. Ces pierres sont des pierres blanches qu'on taille et le devin prêtre traditionnel s'en sert pour des rituels. Donc Marva dérive donc du Gizga qui veut dire pierre de pluie. Voilà un peu la question. Dernière question, Dr Dialigué. Comment est-ce que le Giziga s'envisage comme citoyen camerounais? Je pense que... Comment est-ce qu'on parle de la culture Giziga pour aller vers une culture camerounaise? Pour répondre à cette question, il va d'abord falloir un peu faire une comparaison entre le premier État postcolonial et le régime du renouveau. Moi, je pense que c'est avec le vent de la démocratie et l'avènement du renouveau que les Gizga ont commencé à sortir la tête de l'eau. Parce que par le passé, s'il faut s'en tenir à ce que nos grands-parents nous ont relaté, il y a péril à la demeure. Parce qu'il ne faisait pas bon d'être Gizga. Alors, aujourd'hui, par rapport à hier, les Gizga sont partout dans l'administration. Les Gizga sont partout dans l'administration et ils apportent énormément. C'est vrai qu'il faut prendre en compte les générations par génération, parce qu'il y a une génération qui était obligée de faire preuve de ruse pour entrer dans la fonction publique. Même le simple recrutement au niveau des forces de défense nationale. Moi, j'ai un oncle qui s'est fait passer pour un Moundan afin de devenir militaire. Parce qu'il y a une fiche de renseignement où on demande à un certain moment de mentionner votre ethnie. Donc, il était obligé de dire qu'il est Moundan. Et j'ai un autre oncle qui s'appelle Mamaï. Il était obligé de s'attribuer un pseudonyme et se faire passer pour un Moundan. Parce que, il faut le dire de manière honnête, le régime passé du Cameroun ne permettait pas aux Gizga d'avoir une place au soleil. Vous allez le lire dans le Djihad est un impérialisme, parce que je suis allé recueillir beaucoup d'informations. C'est la science, il faut être concret. On ne manque pas, on n'écrit pas des insanités parce qu'on se dit historien. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre à l'évidence que les rejetons Gizga sont fiers d'être Camerounais et ils sont ceux qui se battent, ceux qui travaillent, parce que il n'y a pas un peuple qui détient le monopole de l'intelligence et il n'y a pas aussi un autre peuple qui détient le monopole des vertus négatives, telles que la ruse, le mensonge, le vol, donc la cruauté. Je pense que l'avenir est ouvert et les Gizga sont jaloux de leur identité culturelle et en 2022, s'il plaît à Dieu, il y aura un festival culturel à vous qui est en vue, parce que nous fêtons notre festival culturel après chaque 3 ans. En 2019, nous avons eu à célébrer un festival et cet ouvrage donc, est le résultat des articles et des conférences qui ont eu lieu là-bas. Dr Dialigué, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Vous avez publié, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous retrouvent en ce moment, que vous avez publié Renaissance culturelle Giziga, enjeux des lieux, état des lieux, enjeux et perspectives. Et c'est ce qui a fait l'objet de notre discussion. Nous vous remercions d'avoir accepté cet échange-là. Je note que le livre est préfacé. Le livre est préfacé par Raymond Bassi Ateba, que nous remercions d'ailleurs. Et merci de passer, d'écrire. Et c'est important peut-être de rappeler à ceux qui nous écoutent que nos peuples ont besoin d'écrire leur culture, surtout que ces cultures soient discutées, qu'elles passent au crible de la pensée critique, pour que nous puissions nous envisager comme des êtres, des citoyens du monde autant que les autres. Merci infiniment d'être passé à Wafrica TV. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que l'Afrique gagne chaque fois que vous vous êtes abonné.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Merci.